Il existe de grandes discussions concernant l'envoi d'humains sur Mars. Mais personne ne parle de Vénus. Pourquoi pas? Et Vénus pourrait-elle être en fait la meilleure option pour une colonie humaine? Aller vers Mars a été fixé dans notre conscience collective culturelle depuis très longtemps. Cela a inspiré plus de films de science-fiction et d'histoires que je ne peux compter, une attraction à Disney World et un suivi sur Twitter de la rover martienne atteignant presque 2 millions de personnes. Pendant ce temps, Vénus a inspiré quoi? 2 histoires de Ray Bradbury, une plante carnivore et un rasoir? Fondamentalement, Vénus possède la pire équipe de relations publiques de notre système solaire. Et cela affecte notre planète jumelle, pas seulement dans la culture ou les médias, mais dans la politique spatiale. Les présidents Bush et Obama, ainsi que le gouvernement chinois, ont tous exposé des objectifs de mission habitée vers Mars. L'organisation à but non lucratif néerlandaise Mars One a même tenu une compétition internationale pour trouver des volontaires pour un aller simple vers la surface martienne. Mais Vénus? Pas de désir de mission habitée. Du tout. Ce qui est bizarre puisque, à mains égards, Vénus est en fait une cible de colonisation plus aisée et moins coûteuse que Mars. Pour commencer, Vénus est plus proche de la Terre. C'est pourquoi nous avons envoyé des sondes vers Vénus bien avant d'en envoyer vers Mars, et pourquoi nous en avons envoyé bien plus. Selon la fenêtre de lancement, l'aller-retour peut être de 30 à 50% plus court, ce qui est un facteur majeur pour les missions habitées. Des voyages plus courts signifient moins d'apesanteur et de radiation, moins de nourriture et d'eau à transporter, et donc moins de combustible et un coût à baisser. Ce serait également un énorme avantage quant à l'envoi de personnes et d'équipements nécessaires pour coloniser un autre monde, car souvenez-vous, il n'y a pas Craigslist dans l'espace. Si jamais nous commencions une colonie, il nous faudrait emporter presque tout. Et ce n'est pas seulement que le voyage est plus court. La planète en elle-même possède des avantages certains par rapport à Mars. Elle est plus proche du Soleil, ce qui signifie près de 4 fois plus d'énergie solaire disponible que sur Mars. Elle possède également une épaisse atmosphère, contrairement à la couche vaporeuse autour de Mars. Cela engendre une meilleure protection contre les radiations spatiales et les météorites pour nos colons entrepreneurs et leurs cités futures. Cela signifie aussi une disponibilité de dioxyde de carbone accrue, à partir de laquelle, en principe, l'on peut extraire de l'oxygène. Mais le réel avantage est la gravité. Vénus a une gravité d'approximativement 0,9 fois la gravité terrestre, très proche, alors que Mars a moins de 0,4 fois la gravité terrestre. Et une chose que l'on sait est que l'exposition prolongée à une gravité faible est mauvaise pour les humains. À quel point? En orbite terrestre, les astronautes perdent de la masse osseuse près de 10 fois plus rapidement que quelqu'un atteint d'ostéoporose avancée. Personne ne sait actuellement à quel point la gravité martienne serait mauvaise pour les humains, mais ce n'est certainement pas parti pour être bon. Sur Vénus, c'est bien moins problématique. Et souvenez-vous, nous parlons de colonisation sur le long terme, pas juste de visite. Même si l'on a les moyens technologiques d'ajouter de l'eau en surface et de l'oxygène dans l'air, changer la gravité en surface de la planète n'est même pas de l'ordre de la discussion à l'heure actuelle. Donc la terraformation semble idiote si personne ne peut y vivre plus de quelques mois sans que leurs eaux ne se disloquent. Une colonie vénusienne théorique semble donc posséder bien plus d'avantages. Alors, pourquoi cette vision centrée sur Mars? Surfacisme. D'accord, je viens d'inventer ce mot, mais écoutez-moi. Déjà depuis l'époque de l'exploration maritime, nous avons eu une obsession pour le débarquement sur la surface de choses. Si vous ne plantez pas un drapeau sur un monceau de terre, c'est presque comme si avoir été là-bas ne compte pas. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec Vénus, qui a bel et bien une surface solide? Elle en possède effectivement une, mais les humains ne peuvent pas atterrir dessus. Vous voyez, il existe un infime problème avec la température. Il y a tellement de CO2 sur Vénus que l'effet de serre rend la surface plus chaude que l'enfer. Plus de 450 degrés Celsius, bien au-dessus du point de fusion du plomb. Mais le principal problème est la pression atmosphérique en surface. Elle est plus de 90 fois supérieure à celle de la Terre. Cela signifie qu'atterrir sur la surface vénusienne serait comme plonger 1 kilomètre sous l'eau terrestre, bien plus bas que la profondeur maximale de la plupart des sous-marins militaires.
En fait, la plupart des sondes que la NASA et les soviétiques ont envoyées sur la surface vénusienne ont implosé dans l'atmosphère. Nous avons appris la leçon, et quelques sondes renforcées ont réussi à toucher et à envoyer des images de la surface vénusienne. Mais même celles-ci n'ont survécu qu'environ 2 heures avant... Vous savez. En bref, je pense que le surfacisme est un réel préjugé. Et le fait que nous ne puissions pas vivre sur la surface vénusienne peut expliquer pourquoi Mars collecte toute la gloire. Mais c'est peut-être censé. Je veux dire, si la surface nous tuerait, cela n'a pas de sens d'y aller, non? Pas si vite. Voyez-vous, environ 50 km ou 30 miles au-dessus de la surface vénusienne, quelques phénomènes intéressants se produisent. Premièrement, la température diminue jusqu'à environ seulement 70 degrés Celsius. Cela reste très chaud, mais les équipements de pompiers peuvent supporter la proximité avec des feux de forêt dont la température peut atteindre plus de 2000 degrés Celsius. La pression à cette altitude diminue aussi, jusqu'à presque exactement celle de l'atmosphère terrestre. Cela signifie que les humains auraient besoin de vêtements résistants à la chaleur et des masques à oxygène, mais pas de combinaison spatiale pour se promener dans cet environnement. Je vous l'accorde, il existe cette nuisance mineure de l'acide sulfurique flottant dans l'air vénusien, mais l'on sait potentiellement s'en occuper. À cette altitude, l'atmosphère est encore assez dense pour qu'un paquet d'objets puisse flotter, comme des ballons remplis d'hélium ou peut-être même remplis d'air terrestre. Ajoutez-y la pesanteur favorable, et il commence à sembler que l'atmosphère supérieure de Vénus puisse être la chose la plus proche d'un environnement terrestre dans le système solaire. Alors, il ferait sens de coloniser Vénus avec des cités dans les nuages. Je ne m'invente pas. La direction d'analyse de systèmes et concepts de la NASA a levé le voile sur un plan conceptuel pour ce projet. Il l'appelle le concept opérationnel vénusien de haute altitude, ou AVOC, choix d'appellation intéressante, mais néanmoins toujours super génial. Nous avons mis en lien des vidéos de la NASA dans la description, vous devriez les regarder. En toute franchise, c'est toujours en l'état de concept. Nous sommes très loin d'envoyer ce gars pour mener notre cité dans les nuages vénusiennes, mais la NASA prend l'idée très au sérieux. À l'heure actuelle, la plupart des jacassements concernent l'utilisation de Vénus comme entraînement pour des colonies situées ailleurs, comme Mars. Donc, nous n'avons pas encore surpassé le surfacisme. Mais ça pourrait changer. Le problème de pesanteur à lui seul pourrait faire de Vénus l'option à exploiter pour l'habitat humain à long terme. Qui sait? Dans quelques siècles, si nous apprenons comment exclure assez de carbone de son atmosphère, nous pourrions peut-être même être capables de planter un drapeau ou deux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vénus est-elle une meilleure option de colonisation que Mars? Mettez vos avis dans les commentaires, ou encore mieux, tweetez-les, Occupy Vénus. Si nous lançons un mouvement populaire, je vous le dirai au prochain épisode de Space Time. La semaine dernière, nous nous sommes demandé comment mesurer la taille de l'univers. Voilà quelques-unes de vos questions. Adoulotis me demande comment l'espace peut-il s'étendre plus rapidement que la lumière si la vitesse de la lumière est la limitation de vitesse ultime. Je vais répondre en deux parties. Premièrement, la limitation de vitesse de la lumière concerne les choses se mouvant dans l'espace, pas l'expansion de l'univers lui-même. Deuxièmement, tu as raison. Je ne devrais pas parler d'expansion spatiale à une certaine vitesse. Je devrais parler de la taille du paramètre d'élargissement sur le bouton d'une photocopieuse. Si j'appuie sur « Élargir chaque seconde », alors il y aura toujours 2 points sur la page qui, s'ils sont assez distants l'un de l'autre, finiront écartés de plus d'1 seconde-lumière après que j'appuie ce bouton de la photocopieuse. Ling Wingxing a commenté que c'était une façon très intuitive de comprendre l'inflation. Merci du compliment, mais fais attention. Nous parlons d'expansion de l'univers en général. L'inflation réfère à une expansion très spécifique de l'univers qui ne s'est déroulée que durant les quelques premiers instants après le Big Bang. The Matman 1313 dit que la Hubble Bubble était une alternative possible à l'idée que l'univers s'expand. C'est incorrect. L'univers s'expand. Point. Ce que la Hubble Bubble offre est une alternative potentielle à l'observation actuelle, de l'expansion accélérée de l'univers. Allez voir par vous-même. Et pour Brandon Spears, bien sûr, nous pourrions toujours avoir de l'aide ici à Space Time. Comme le télescope spatial Hubble, nous aussi nous avons des saletés sur nos lentilles, alors donnez-leur un coup de chiffon et aidez-nous.